Aujourd'hui le squad, j'ai le plaisir d'accueillir Fred Cossé, kiné. Merci à toi Max pour l'invitation. C'est un plaisir. Kiné, préparateur physique, formateur. On est ici pour Athletic Move, ta formation. Et puis aussi ancien judoka de haut niveau. En tout cas, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Merci. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, du coup je m'appelle Fred, je suis originaire du Tarn, mais depuis bientôt, j'ai passé plus de la moitié de ma vie maintenant à côté de Strasbourg. Parce que je suis monté là-haut en sport-études, au Pôle France Judo de Strasbourg. Puis après j'ai continué mes études en tant que kiné. Du coup avant tout je suis kinésithérapeute. J'ai créé mon cabinet libéral en 2018. Et parallèlement à ça, je me suis formé en préparation physique. Et en 2018 aussi, j'ai créé ma société, Praxio Consulting, sur laquelle en fait je délivre des services donc, autour de la formation, comme cette semaine, mais aussi sur des suivis distanciels ou du consulting ou encore même de l'accompagnement sur certains athlètes de très haut niveau. Donc, voilà. Ok, super. Justement, on le voit au cours de cette formation et puis là, comme tu viens de le dire, avec la prépa physique, tu as une vision assez large de la kiné, mais aussi assez poussée. Quelle est selon toi l'essence même du métier de kiné? C'est une question qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a tout le monde qui répond, souvent du moins, que la kinésithérapie, le kinésithérapeute, c'est censé, je dis censé, être l'expert du mouvement. Mais qui dit expert du mouvement dit définir une expertise. Et une expertise, c'est compliqué et c'est long à avoir. Donc ça, c'était le premier bémol qu'on peut mettre. On ne peut pas être expert du mouvement en sortant de l'école, c'est pas possible. Il y a tout un tas de processus, de formation, d'accompagnement, de prise de recul aussi par rapport à notre métier et les connaissances que l'on va avoir de notre métier, autour de notre métier à l'instant T, ça ne sera pas les mêmes connaissances et le même recul que l'on aura 5 ans après par exemple. Donc pour répondre vraiment à cette question, notre métier, oui, il est centré sur le mouvement. Mais du coup, avant tout, on est un guide en fait pour les personnes. C'est-à-dire que le métier de kiné, en fait, il est censé encadrer en fait, une personne pour qu'elle retrouve la santé. Et malheureusement, il y en a plein de patients qu'on améliore, enfin malheureusement ou heureusement, qui s'améliorent grâce au temps tout simplement. Et bien nous, on va chercher à optimiser ce temps. Ok. Et justement là, au cours de la formation, on s'est rendu compte que, franchement, je pense que c'est une des formations où je suis le plus challengé en tant que sportif. Et la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, tu penses que globalement, en kinésithérapie, on va suffisamment loin dans notre éducation? Majoritairement, on sous-dose. Ouais. Majoritairement, on va sous-doser. Mais par contre, comme on a pu le discuter notamment dans la formation, il y a certains profils de patients, globalement les patients qui sont très irritables, et certains patients, par exemple dans un contexte sportif, très chargé. Là, il y aura peut-être une approche un peu plus minimaliste à avoir, mais sorti de ça, essentiellement, il faut qu'ils travaillent plus et plus dur souvent. Mais travailler plus et plus dur, ça ne veut pas dire enlever l'intelligence dans les séances et l'intelligence dans la remise en charge. C'est juste faire comprendre aux gens que pour qu'ils progressent, pour qu'ils passent des caps et surtout pour qu'ils s'améliorent sur le long terme, ça nécessite des processus qui sont, pour réellement avoir un gros impact sur le long terme, qui sont assez coûteux quand même. Et en gros, demander aux patients, es-tu prêt vraiment à bosser ça ou juste tu veux juste aller mieux et pas forcément peut-être hyper durablement quoi. Ouais. Et justement, tu as parlé de tissus qui peuvent être irritables. Est-ce que, d'une certaine manière, ce qui peut être compliqué pour les patients, pour les thérapeutes, c'est cette gestion de la douleur, manager la douleur. On en a bien évidemment parlé au cours de la formation. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment toi tu manages cette douleur et avec quel type d'outils?
Déjà, il y a un truc que je fais systématiquement, c'est que on essaie de transmettre, notre métier aussi c'est une transmission d'éducation. Et dans cette éducation, on doit leur faire comprendre que pendant les rééducations, ça peut être pas bien d'avoir mal, mais ça peut être normal d'avoir mal. Et de ne pas dramatiser la douleur. La douleur, elle est là pour vraiment nous informer, d'accord ? C'est le cerveau qui nous informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'amplitude de la douleur, elle peut être grave comme bénigne en fait. Ce n'est pas cette amplitude de douleur qui va être importante, c'est voir plutôt le comportement sur quelques séances de la douleur. Et Loïs, là, par exemple, au niveau 2, il parle de tendance en préparation physique. Sur les marqueurs subjectifs, c'est un petit peu la même chose avec la douleur. C'est voir la tendance du comportement de la douleur. Une tendance, ça ne se fait pas sur 1 ou 2 séances, ça se fait sur 4, 5, 6 séances. Et à partir de là, on va pouvoir définir une tendance. Et suite à cette tendance, on va pouvoir réguler nos paramètres de séance pour aller dans le bon sens, tout simplement. Donc, la diminution en règle générale de la douleur. Mais on doit éduquer le patient à dire « Ok, tu as une douleur, on va travailler sur celle-ci, on va travailler autour de celle-ci et on va manager celle-ci pour tout simplement aller dans le sens de la guérison. » Ok. Et justement, quels sont les marqueurs, tu as parlé de Loïs, là, quels sont les marqueurs objectifs et subjectifs que tu vas utiliser sur la douleur, mais aussi plus globalement avec le suivi d'un athlète? Les marqueurs objectifs, ils peuvent être très larges au final et souvent technologiquement dépendants. Ouais. Donc, c'est pas que j'en tiens pas compte, c'est que ça dépend du budget surtout de chacun. Ouais, bien évidemment. D'accord ? Un dynamomètre aujourd'hui, ça coûte pas cher, c'est 50 € par mois. Mais des plateformes de force déjà de bon niveau, c'est entre 200 et 400 € par mois. Donc le budget n'est pas le même par exemple. Mais après, on peut avoir des marqueurs objectifs tout bêtes et qui ne coûtent pas cher. 1 mètre ruban, un dynamomètre. Déjà avec ça, c'est des choses, un chronomètre. Et tu fais beaucoup de choses déjà avec ça. Ouais, tu disais aussi un CMJ avec une craie voilà. Marquée au mur. Calculer la hauteur d'un saut, tu mets de la craie au bout des doigts, tu touches, tu vas sauter, tu touches ton mur, tu regardes le différentiel, c'est très simple, on en revient au mètre ruban. Donc si tu n'as pas beaucoup de budget, tu peux faire comme ça. Après, si tu as des budgets beaucoup plus importants, tu peux avoir des capteurs de vitesse, des capteurs de puissance, des plateformes, etc., etc. Plus ça augmente, plus le budget va être important. Mais pareil, il y a un truc qui est important, il ne faut pas se cacher derrière les datas. La rééducation, ça reste un humain en face de nous. Donc les datas doivent rester à la place de data. D'accord ? Ouais. Par contre, les marqueurs subjectifs révèlent l'être humain. Puisque la subjectivité, c'est ce que tu vas demander à la personne. Et cette subjectivité fait appel à la notion comportementale, à la notion d'intelligence émotionnelle, d'intelligence cognitive, d'apprentissage, etc., d'efforts perçus. Et tout ça, ça va driver, si tu veux, dans ta rééducation, le côté humain. Donc, il y a le côté, bien sûr, lésion, il y a le côté technique, tout ça, ça peut plus ou moins se paramétrer objectivement, mais ça reste des personnes humaines et du coup, ces marqueurs subjectifs vont avoir leur importance. Et du coup, il y a plusieurs marqueurs, il y en a une dizaine qui existent, mais nous, en rééducation, on peut déjà en prendre plusieurs, mais le RPE, donc c'est le pourcentage d'efforts perçus, c'est-à-dire c'est comment tu évaluerais la difficulté de l'effort que le thérapeute t'a demandé. Ça va être les niveaux de douleur, une simple VA, très basique. Et après, il y a des guéguerres. Est-ce qu'on fait de 0 à 10, de 0 à 100 ou sur une règle, on pose un point, une règle non chiffrée. Ouais. A priori, ça serait la règle non chiffrée qui serait la plus pertinente. Ouais. Parce que en termes de reproductibilité inter et intra, thérapeute et intra-patient, c'est un peu plus qualitatif. Ouais. L'envie de venir aux séances de kiné, l'envie de faire sa rééducation, ça c'est un bon paramètre aussi, parce que souvent ça peut révéler aussi des marqueurs psychologiques négatifs qui sont, on le sait aujourd'hui,
conditionne à la fois les réussites d'une bonne rééducation et aussi les réussites d'une bonne chirurgie. Un bon retour post-chirurgical. Donc ça c'est bien de relever les marqueurs psychologiques négatifs, phénomènes dépressifs, les phénomènes de kinésiophobie, les phénomènes de vraiment bipolarité, etc. Et les croyances. Et du coup ça va nous amener après sur un panel d'éducation. Et il y a d'autres marqueurs, par exemple on pourrait citer le dynamisme. Donc le dynamisme c'est sentir que en gros la rééducation elle te fait te sentir bien. Et après les marqueurs classiques, on pourrait retrouver le sommeil, la fatigue. Ouais, mais déjà tu t'en donnes des pertinents, des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Et tu vois, ça me fait penser, tu as parlé de RPE et tous ces marqueurs. Hier, donc, on faisait un tour d'échange avec l'ensemble de la formation. Ouais. Et puis, il y a un des membres qui a parlé du carnet d'entraînement et quelle était la pertinence, etc. Et je pense que tout simplement, même quand on n'est pas forcément suivi par quelqu'un et qu'on s'entraîne seul, soit avec une prog qui n'est pas forcément individualisée, soit parce que on crée ses entraînements, d'avoir son carnet d'entraînement, ça peut permettre justement nous-mêmes de marquer ces marqueurs. Et tu vois, c'est Romain Cacciavenda qui en parlait de ce carnet d'entraînement qui pour lui était, comme il disait, le meilleur livre qu'on pouvait avoir en préparation physique, etc. Il y en a qui parlent que le carnet d'entraînement, c'est le meilleur entraîneur. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, il existe autant de programmation que d'entraîneurs, autant de programmation que d'individus, si tu veux. Les programmes tout faits, je ne sais pas si tu te souviens, je vous en ai montré, mais ils sont entièrement personnalisables. Et puis, si jamais tu as l'occasion de venir au niveau 2, tu verras que Loïs, il va mettre dans la programmation, la périodisation, etc. de la force, l'humain au centre. Et paramétrer de l'humain, du coup, on peut paramétrer autant de personnes puisque chacun, de manière en tant qu'entité individuelle, est différente. Donc, le carnet d'entraînement à partir de ce postulat-là, c'est le meilleur retour, le meilleur feedback que tu peux avoir puisque tu vas te faire un cycle, d'accord, que tu peux prendre d'un programme connu ou non, de ton programme à toi, personnel, et que tu as écrit tout simplement. Et tu te fais ton bloc et tu vois, ton bloc, il est hyper bien réussi. Ok, déjà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu reprends ton carnet d'entraînement, à l'instant T, ce bloc-là, tu as plutôt très bien réagi à ce type de stimulus-là. Donc ça, tu peux le garder en tête que pour une autre fois, ça peut le faire. Ça peut ne pas le faire une autre fois parce que ton environnement, tu as évolué. Mais tu sais qu'au moins, tu réagis à ce type de processus-là. La deuxième chose, c'est si tu te blesses, tu peux regarder on va dire les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines de ton entraînement. Et ok, qu'est-ce que j'ai fait qui a merdé? Est-ce que c'est mon rythme de vie? Est-ce que c'est mon sommeil? Est-ce que j'ai fait qu'augmenter le volume alors que mon RPE, il ne descendait pas, etc. Et du coup, en fait, ce carnet d'entraînement, il va aussi te permettre d'apprendre de tes essais, de tes réussites, de tes erreurs. Et au bout d'un moment, il va aussi apprendre à mieux te connaître. Et donc ça évite aussi, au fur et à mesure que la maturité d'entraînement arrive, de faire un peu moins d'erreurs. Ok. Dans tout ce que tu as dit, il y a déjà 2 questions qui me viennent. La kinésiophobie, c'est vraiment quelque chose qui est propre, on va dire, à nos métiers. Et comment tu gères ces choses-là avec tes patients et puis même, visiblement, même parfois, il n'y a pas forcément… Alors, ce n'est pas forcément de la kinésiophobie, mais on va avoir des patterns qui vont pas être corrects. Comment tu gères tout ça? Il y a plusieurs façons. Il y a une façon que tu vas voir cet après-midi, c'est le jeu. Le jeu est extraordinairement puissant pour apprendre. Il booste l'apprentissage, comme je vous l'ai expliqué. Et le jeu, en fait, il crée un focus, une attention sur le jeu en lui-même. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle va bouger. Et en fait, souvent, elle va pas forcément bien bouger, mais au moins elle va aller dans des endroits où elle ne soupçonnait pas qu'elle n'y allait pas. Un truc tout con, par exemple, cet après-midi, on va faire
juste après d'ailleurs, merde, j'ai oublié le nom, le jeu du twister. Ouais. Le jeu du twister, tu es à 4 pattes, tu sais, tu as les plots de couleurs et tu dois aller atteindre les plots de couleurs et maintenir la position. Et la personne te redonne un autre plot de couleur et tu vas aller atteindre un autre plot de couleur. Mais en fait, tu vas te rendre compte que vous allez passer par des positions où vous dites c'est impensable que j'y pense et pourtant tu vas y aller. Et ben ça, c'est parfaitement bien. Par exemple, on peut aussi demander, soit je viens mimer une frappe et le patient il ne veut pas se faire frapper, il va venir esquiver. Parfait pour un kinésiophobe en lombalgie, il va être dans un carcan. Ben, fais-lui esquiver quelque chose, il va bouger. Et donc en fait, le focus attentionnel, il ne se fait plus sur le corps, il se fait sur le feedback externe ou le gens lui-même. Et donc ça, c'est très puissant pour apprendre à faire bouger les gens. La deuxième chose, tu parlais d'amélioration du pattern. Ben, il existe plusieurs focus. Déjà, c'est comprendre que dans un pattern, il n'y a pas une technique parfaite, il y a des techniques, il y a plusieurs techniques. C'est une variabilité de mouvement que l'on va avoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire le pattern n'importe comment, c'est que dans des consignes généralistes, il va y avoir une variation de ce pattern. Et à partir du moment où tu as défini ces variations de pattern chez la personne, tu dois mettre en place des stratégies. Donc il y a plusieurs stratégies qui existent. Exemple, quelqu'un qui ne sait pas squatter en bas, profondément, un deep squat classique. Ok, mais il y a tout le monde qui est capable, même ceux qui pensent avoir les chevilles raides, etc. Pourquoi? C'est simple, tu leur surélèves les talons, tu leur mets une charge devant eux, ça va leur activer la chaîne postérieure, ça va faciliter le passage des hanches, ils vont aller en bas. Ok, ils y arrivent. Ce qu'on appelle la Reactive Neuromuscular Training, le Reactive Neuromuscular Training, RNT, c'est en gros, tu crées des stimulations qui vont améliorer le mouvement. Ok, elles bossent, elles prennent de la force sur ça sans rien changer et au fur et à mesure, la progression, c'est de diminuer la stimulation que tu as proposée. Donc exemple, elles vont faire un gobelet cycliste squat, pieds serrés, elles descendent bien, pieds surélevés à 10 cm les talons surélevés à 10 cm, une haltère de 20 kg, elle descend parfaitement bien, elle a gagné de la force dessus. Ok, tu laisses peut-être les 20 kg, mais tu vas passer à 5 cm d'élévation de talon. Puis, pied à plat, toujours avec les 20 kg. Ok, après, ça sera de diminuer 15 kg, 10 kg. Et puis, au bout d'un moment, elle va faire un squat complet au poids du corps. Okay. Et puis derrière, elle aura le squat complet au poids du corps. Ok, on va apprendre le back squat par exemple, ou le front squat au début, qui va se rapprocher du gobelet. Puis après, on va mettre la charge derrière qui va être plus dure, etc. Parfait. Pour rester sur le terme un peu de la blessure, toi, tu t'es déjà blessé, tu le partages sur les réseaux sociaux, t'expliques un peu comment tu y remédies. Ma question, c'est quelle est ta vision de la blessure? Et un peu plus précisément, est-ce que selon toi, la blessure est incontournable au cours d'une carrière, et notamment dans le sport de haut niveau où on vient flirter exactement avec les limites physiologiques? Alors, ça c'est quelque chose, si tu n'as pas envie que je le dise, tu le couperas, mais j'ai lancé tu sais, le podcast. Et j'en parle pendant 1 heure dans le podcast, donc ceux qui veulent creuser, vous pouvez, c'est sur le développement à long terme de l'athlète. Parce que en fait, je suis usé comme athlète, on va dire. Le judo m'a vraiment pas mal usé, à la fois parce que je pense j'ai eu un très bon professeur et entraîneur, mais j'ai un profil parfois sur les réseaux sociaux, moi j'ai juste envie de dire ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis mais pas forcément ce que je fais. Alors en général ce que je montre c'est bien, tu vois. On montre rarement ce qui n'est pas bien sur les réseaux sociaux, mais parfois sur des trucs que je poste en story, faites pas forcément ça, tu vois. En général ce que je mets qui est bien c'est sur les réels, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai un profil un peu hypé par la performance, j'adore ça. Et du coup, ça nous fait faire des conneries un petit peu. Et ma carrière de judo, elle est comme ça. J'ai un style très très engagé en judo. Alors oui, ça fait vite progresser. Oui, ça fait un judo qui est quand même assez impressionnant. Mais
ça pète aussi. Et du coup, c'est plutôt, si tu vois, je devais résumer le podcast, c'est avoir une intelligence d'entraînement et avoir des phases où on fait complètement parfois autre chose, parce que ça va permettre de, de stresser les tissus différemment. Ça va être aussi d'avoir des périodes vraiment où on est bien sûr focus sur ce que l'on fait pendant les séances, mais il y a des séances qui vont être intenses, des séances qui vont être modérées, des séances qui vont être faciles. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal parce que j'aime bien l'intensité, j'aime bien la perf. Donc, c'est quelque chose qui est dur à régler, mais ça, c'est les profils psychologiques. Il suffit de les identifier. Et après, tu vois, moi, j'aurais par exemple aimé connaître ce que je sais aujourd'hui quand j'étais jeune athlète. Je pense que j'aurais été un meilleur athlète et moins pété aujourd'hui. Mais d'un côté, les erreurs nous apprennent aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Donc si j'avais pas connu tout ça, peut-être que je ne serais pas là aussi aujourd'hui, tu vois. Bah, tu n'aurais peut-être pas autant justement flirté avec tes limites. C'est ça. Et tu serais resté sous maximal, quoi. Exactement. Et puis après, tu parlais de flirt entre performance et santé. Ouais. Je suis désolé, la performance, c'est pas la santé. Mais par contre, si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas être performant. C'est pas le va-et-vient, c'est que la santé, c'est ton socle, donc tu dois tout faire pour rester en santé. Donc, qui dit santé dit déjà un bon rythme de vie, d'accord, essayer de l'optimiser. Et à partir du moment où tu cherches la perf, c'est accepter qu'il peut y avoir des couacs. Ça, c'est le premier point. Et s'il y a un couac, ben, c'est avoir les ressources autour de toi, soit chez toi, soit chez l'entraîneur, chez le kiné, chez le préparateur physique, être bien entouré pour revenir correctement à un niveau de performance et surtout comprendre aussi pourquoi ça a pété. Ça, c'est important. Et après, c'est avoir une intelligence dans la gestion de la charge d'entraînement parce qu'on peut s'entraîner très dur. Quand je dis très dur, c'est-à-dire on peut s'entraîner très dur et intelligemment. C'est-à-dire, si on maîtrise parfaitement la charge d'entraînement, ça limite beaucoup de chances de les blessures. Donc, savoir gérer cette charge d'entraînement, ça reste quand même fondamental. Après, le très très haut niveau, il y en a plein de sportifs qui sont abîmés. Parce qu'à un moment donné, si tu fais des sports de combat, ça reste un sport de combat. Il faut se battre et le combat, ça blesse. Si tu fais, je sais pas, du lancer de javelot, tu dois lancer un objet de plusieurs centaines de grammes le plus vite possible. Ça met des contraintes énormes sur l'épaule. Tu as beau avoir une épaule hyper bien préparée, ils ont tous mal aux épaules au bout d'un moment. Donc, c'est manager plutôt, quand tu es à la très haute performance, c'est manager ta santé le plus longtemps possible. Si tu veux rester en bonne santé sur le long terme, il va falloir limiter les performances. Ok. Ça ne veut pas dire ne pas faire de la performance, c'est ne pas te chercher systématiquement. Ok. Justement, une fois, tu avais dit on ne planifie pas une charge, mais les effets attendus. Oui. J'aimerais que tu développes un peu cette phrase parce que moi, ça m'a un peu mindfucké, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, tu vois, j'avais pas forcément vu les choses comme ça. Ou en tout cas, cette phrase-là, elle m'a semblé hyper pertinente et j'aimerais que tu puisses la développer aux auditeurs. Cette phrase, en fait, je l'ai entendue de Loïs Robin-Monaco. Ok. Et Stéphane Morin aussi, il en parle. Souvent, on veut aller trop vite sur les incrémentations de charge ou la progressivité, la surcharge progressive, etc. Sauf qu'on ne se rend pas compte que, par exemple, c'est hyper connu, tu fais un cycle de force, tu arrives, tu fais ton test pour voir si tu as progressé, tu fais un test de merde. Tu es saoulé, tu fais rien pendant 15 jours et tu pètes un câble, tu refais ton test, bam, t'exploses. Ouais. Pourquoi? Parce que le cycle de force, il t'aura fallu peut-être 15 jours de plus avec un petit down au niveau de l'intensité pour que ton corps ait profité justement de ces effets et que tu puisses l'encaisser en termes d'apprentissage, en termes de connectique au niveau de ton cerveau, de ta coordination sur l'ensemble de ton corps, de ta régénération des tissus pour que derrière, tu aies cet effet que tu as cumulé qui se potentialise sur ton test. Donc, quand on paramètre en fait la charge, et c'est pour ça que
en fait, les feedbacks objectifs sont moins pertinents. Ouais. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser de côté, c'est qu'ils sont moins pertinents pour avoir les effets attendus. Et que ça va être les paramètres subjectifs qui vont te permettre de voir un peu la tendance. Ouais. Et une fois que tu vas identifier cette tendance avec les paramètres subjectifs, bah, tu vas pouvoir un petit peu anticiper comment tu vas être le jour J. Ok, ouais, on boucle la boucle finalement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Au cours de cette formation, tu nous partages une méthodologie. La méthodologie qui, je pense, pourrait intéresser beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast, c'est la méthodologie GTG, Grease to Groove. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se pratique et surtout quels sont les bénéfices qu'on peut attendre? Ouais. Donc le GTG, Grease to Groove, qui vient de chez Strong First, ouais. Le but, ça va être de pratiquer quelque chose toutes les heures sur une plage de... Ça peut être variable, mais globalement de 6 à 8 heures. Okay. D'accord? Donc toutes les heures, tu te fais quelque chose. Alors ça, c'est le plus classique. Ça peut être toutes les 2 heures, ça peut être toutes les 30 minutes. Mais l'idée, c'est d'avoir une très très grosse fréquence qui va amener du coup un volume global important, mais avec une fatigue qui est très faible. Ouais. Et il y a, on le sait, un des paramètres où tu es le meilleur à la fin par rapport à quelqu'un qui fait la même chose que toi. En général, celui qui aura fait le plus de volume annuel, il sera meilleur. Et le GTG, comme il entraîne peu de fatigue, tu vas pouvoir te concentrer encore plus, même sur le pattern technique. Et ça va améliorer encore plus les connexions neuronales, la coordination, etc. Et du coup, tu auras dédié un volume temporel qualitatif encore meilleur. Et donc, ça te fait encore plus progresser. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, mais c'est un très très bon moyen pour accumuler du volume sans fatigue. Et du coup, tu peux le faire en version kiné sur la désensibilisation d'une douleur. Ou à l'inverse, tu peux le faire en version préparation physique sur un mouvement que tu souhaites améliorer. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois sur moi ou sur les personnes que j'encadre. Ben, ça fait des progrès énormes. Alors, ils ont l'impression de ne pas beaucoup bosser, puisqu'au final, ça ne permet pas d'accumuler beaucoup de fatigue. Mais en fait, quand tu cumules, si tu fais 5 répétitions par heure sur une plage de 8 heures, c'est un 8 x 5. Hein. Un 8 x 5, si tu le fais en squat, tu le sens. Tu le sens. Mais si tu le fais sur une journée diluée, ça passe beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Et l'autre avantage aussi, c'est apprendre à faire un mouvement sans s'échauffer. C'est-à-dire avoir une préparation de ton corps à te dire, ok, maintenant, il faut que je le fasse, il n'y a pas d'échauffement. Et du coup, comment on va paramétrer quelque chose de sécuritaire au départ? Si tu le fais sur un développement, sur un squat ou un press, par exemple, un mouvement, on va dire, de force, en général, tu vas prendre une petite marche. Tu vas le faire autour d'une 8 ou 10 RM. Et pendant que tu vas faire ton GTG, à 7, 8 ou 10 RM, tu garderas 2 à 3, 4 répétitions de réserve pour te focaliser au maximum sur les paramètres de vitesse. Ouais. Les paramètres de technique, les paramètres de coordination. Et tu gardes ça, par exemple, on pourrait faire un press à la kettlebell. Tu identifies la kettlebell que tu es capable de presser 8 fois et toutes les heures, tu fais entre 3 et 5 presses. Et tu gardes toujours la même kettlebell pendant X temps. Et en fait, à un moment donné, tu vas te dire, ok, tu vas prendre la kettlebell et tu vas te faire tes 3-5 reps et tu vas te dire, ça devient vraiment très facile. Tu vois que tu commences à être très solide, les paramètres de vitesse, de puissance sont nettement améliorés, tu ne te déformes pas. Ok, tu prends la kettlebell supplémentaire. Et en fait, très très vite, tu vas pouvoir accumuler du volume sur des charges de plus en plus lourdes. Pour une douleur, si tu veux désensibiliser, par exemple, tu identifies le mouvement le plus douloureux. Tu pourras mettre ton fameux 4 sur 10 de douleur. Tu détermines la charge à 4 sur 10 de douleur et tu dis, ok, chaque heure, tu vas me faire par exemple 8 mouvements à 4 sur 10 de douleur. Tu vas voir très vite, en 8-10 jours, la douleur elle va diminuer. Parce que ça remet en charge tes tissus. Mais comme c'est étalé sur la journée, l'irritation elle est beaucoup moindre et ça habitue progressivement la mécanotransduction dans tes tissus. Parfait. Moi, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que comme tu l'as dit, il y a un volet plutôt kiné
quand on est blessé, mais aussi un volet préparation physique avec les sportifs. Donc ouais, c'est vraiment top. Une autre méthodologie dont tu parles un peu sur les réseaux sociaux, c'est le travail d'impulse. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce que c'est, comment tu l'intègres dans tes séances et voilà, pareil, hein, quels sont les avantages qu'on peut en tirer de travailler comme ça. Ouais, les impulses, je le fais depuis plusieurs années, j'ai fait des formations dessus. L'idée des impulsions, ça va être, en général, on le fait avec une sangle, parce que c'est en gros, si tu veux, c'est de l'isométrie explosive sur un très court laps de temps. Si tu viens claquer une sangle, d'accord? Et l'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir paramétrer l'intensité à laquelle tu vas venir faire claquer la sangle et le volume. Donc si tu es blessé, tu auras un faible volume, une faible intensité. Et au fur et à mesure que ça progresse, ton intensité reste faible, mais ton volume va augmenter. Puis ton intensité va augmenter, ton volume va rester stable. Puis après, tu montes drastiquement les deux. Okay. Et ça va en gros t'apporter plusieurs choses. Déjà, tu vas avoir des pics de force angulaire, puisque la sangle elle est rigide, donc tu vas venir taper toujours dans le même angle. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est on retrouve ça en pliométrie, ils appellent ça les chocs pliométriques, et c'est la même chose pour les impulses, tu vas avoir un effet supracortical, okay. Donc supraspinal, pardon, excuse-moi, donc au niveau cortical. Et tu vas permettre d'avoir, si tu veux, une libération des contraintes qu'il peut y avoir en lien avec le système nerveux grâce à l'impact. C'est-à-dire que la contrainte sur une microseconde va être tellement énorme, ça va être détecté par le cerveau pour libérer certaines restrictions qu'il peut y avoir au niveau cortical. Okay. Il y a ça et très très gros travail de coordination inter- et intramusculaire puisque tu vas venir pousser très fort dans ta sangle, relâcher, pousser très fort dans ta sangle, relâcher. Et en fait, ça va venir apprendre le couplet contraction-relaxation qui est une fondamentale dans la performance. Deuxième chose, ça va faire agoniste-antagoniste. Puisque même quand tu relâches, tu vas devoir contracter tes antagonistes pour pouvoir relâcher. Donc tu vas avoir cet effet de coordination aussi et gain de mobilité monstrueux. Parce que tu vas pouvoir au fur et à mesure, par exemple, raccourcir ta sangle qui va augmenter ta mobilité en course externe et tu vas pouvoir aller venir faire tes impulsions de plus en plus loin en course externe. Si tu vas faire tes impulsions de plus en plus loin en course externe, tu vas venir tracter de plus en plus sur tes tissus passifs. Ok. Est-ce que ce travail-là, tu le fais de manière isolée sur une articulation ou plutôt sur un pattern de mouvement en fait, en général, le plus souvent, tu es isolé, mais rien ne t'empêche de le faire en pull-off, par exemple. Tu peux faire un pull-off press sur venir faire claquer ta sangle. Et donc là, ça reste un pattern général. Donc, moi, j'applique les deux. C'est juste que sur un pattern général comme un squat ou un deadlift, on va venir faire claquer une barre plutôt. Ça fait beaucoup de bruit. Et justement, au sein d'une séance de prépa physique, tu vas l'intégrer à quel moment dans la séance? C'est variable. Ça dépend. Ça dépend si tu as un gros volume, une grosse intensité. Si tu es dans un travail de capacité, donc en général gros volume et faible ou haute intensité, ça sera plutôt sur une fin de séance. D'accord? Si tu es maintenant sur du très faible volume, très haute intensité pour aller chercher du système nerveux, tu seras plutôt en début de séance par exemple. Donc en fonction de l'objectif que tu vas avoir de tes impulses, tu le mettras. On placera l'outil différent. Voilà. Ok, parfait. Tu as partagé il y a quelques temps de ça ton avis un peu sur l'accès direct à la kinésithérapie. C'est des nouvelles possibilités qui s'offrent aux kinésithérapeutes en France. Est-ce que tu peux développer un peu ton avis? Je sais qu'il y a une histoire de triage, de compétences là-dedans, et j'aimerais que tu puisses nous l'évoquer ici. Ouais. Est-ce que je suis pour ou contre l'accès en déconventionné? Bien sûr que je suis pour, sinon j'en ferai pas. Mais
je tiens à mettre un bémol dans cet avis positif, c'est que pour proposer un travail déconventionné, éthiquement, déjà, tu as besoin de proposer des compétences avancées. Puisque là, si la personne te paye beaucoup plus cher, à un moment donné, si éthiquement tu veux lui rendre l'appareil, il faut que tes compétences s'améliorent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas sûr que le travail déconventionné soit pertinent pour un jeune diplômé. Parce que il n'a pas eu le temps de faire sa main, tout simplement. Il n'a pas eu le temps de faire ses erreurs et ses apprentissages d'erreurs. Et on fait tous des bêtises au début. Et péter un patient qui paye 70 balles de l'heure, ça peut aussi mal se finir, tu vois. Donc surtout dans les parties procédurières à l'heure actuelle, ça c'est important aussi à avoir à l'esprit. Troisième point, c'est la notion de compétence. Et il y a une notion de compétence qui est essentielle et fondamentale. Et si encore plus on va avoir un accès direct, c'est les compétences de triage. Ça s'apprend à trier les patients. Et les compétences de triage, ça nécessite des connaissances monstrueuses en anatomopathologie. Et moi, par exemple, j'ai fait Kant. On avait des classeurs énormes et il n'y avait que des classeurs énormes d'anatopathie. Donc, ça prend du temps. Hein. L'anatomopathologie, c'est vaste. Hein. Ça fait appel à la notion de cancérologie, ça fait appel à la notion d'infectiologie, ça fait appel à la notion de red flag. Ça fait appel à certaines notions de médecine sans qu'on soit médecin généraliste, mais qu'on soit en capacité de les repérer pour les renvoyer à des médecins. Donc ça prend du temps. Et un jeune diplômé, il ne l'a pas. Et encore plus, donc un jeune diplômé certainement. Et ça ne veut pas dire que si tu as fait 5 ou 10 ans que tu es diplômé, que tu sois en capacité de le faire, parce que ça ne veut pas dire que tu l'as bossé. Ouais. Donc, en mon sens, c'est le socle du travail déconditionné, si on ne veut pas faire d'erreur. Parce que bien sûr que dans 90% des cas, ça va bien se passer. Mais dans 10% des cas, tu peux, si tu passes à côté, par exemple, quelqu'un te dit, tu fais pas gaffe, mais écoute, vous faites l'anamnèse, il te dit, j'ai perdu 5-6 kilos ce mois-ci, j'ai une douleur qui ne cède à aucun traitement médicamenteux et que tu n'es pas sensibilisé à « Ah putain, ça peut être un red flag sur un phénomène cancéreux », c'est con, hein. Il va continuer à chercher, sauf que juste lui dit « Ok, on renvoie, on fait des tests sanguins, tu contactes le médecin pour lui le mettre en avis de ce que tu as vu », ça peut sauver la vie d'une personne, quoi. Ouais, clairement. Donc, ce socle de compétences de triage, il est important. Et après, bien sûr qu'il y a l'aspect financier, mais comme on en a parlé hier soir, moi, je suis pour le travail déconventionné en tant que revenu complémentaire. Et bien sûr, si les revenus complémentaires derrière viennent suffisants pour que tu en vives, tant mieux. Mais ça ne sera déjà pas à l'instant T, à l'heure actuelle, hein. Tant qu'il y a la sécurité sociale, etc., ça ne sera pas pour tous les kinés qui pourront en vivre exclusivement. Deuxième point, parce que la publicité dépend des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux commencent à bien être saturés quand même de ce genre de choses. Et générer 30 000 – 40 000 euros de revenus avec des suivis, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Donc plutôt que d'avoir un discours, d'avoir ce déconventionnement pour tout le monde, c'est se dire ok, peut-être que tu as aussi, t'as peut-être pas pécuniairement une capacité à encaisser si ça se passe mal, parce que tu peux avoir déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois où tu n'as pas de revenus ou très peu de revenus, et si tu as une famille à nourrir, à un moment donné, il faut pouvoir nourrir ta famille, tu vois. À moins que tu aies un gros patrimoine ou un peu d'argent suffisamment de côté pour tenir un an, si ce n'est pas ça, il faut quand même que tu bosses à côté. Et puis du coup, avoir le discours, à mon sens, du déconventionnement pour tous, c'est un peu dangereux. C'est avoir plutôt un déconventionnement qui est structuré dans le temps. Tu structures tes revenus complémentaires. Ok,
tu as en capacité, ou alors tu as de l'argent de côté, ou tu es en capacité de vivre de ces revenus complémentaires, ok, tu en fais ton activité principale. Plutôt une construction logique. Ok, Voilà. parfait. Et pour parler de la pratique des kinés, aujourd'hui, enfin, on voit que c'est une pratique qui évolue constamment, comme peuvent en témoigner les patients. Quel est selon toi l'avenir de la pratique kiné dans les prochaines années, les 10 prochaines années? Bon, on n'en sait trop rien. Là, ce qui se dessine avec la sécurité sociale, c'est que ça sent pas très bon. C'est pour ça que je pense qu'on doit drastiquement augmenter nos compétences, justement en triage, etc. Pour déjà que même si on ne vive pas d'une activité déconventionnée, qu'on ait au moins des compétences de suivi en déconventionné. Ça, c'est important. Pour que s'il s'avère que la Sécu elle dérembourse la kinésithérapie, il va y en avoir plein sur le carreau. Il ne faut pas se le leurrer. C'est moche à dire, mais ceux qui vivront, si jamais la sécurité sociale dérembourse la kinésithérapie, c'est moche à dire, mais c'est soit ceux qui se vendent le mieux, et encore c'est pas sûr, c'est ceux qui auront les meilleures compétences. Ouais. Donc si vous ne faites pas ce travail en amont, ça va être dur. Parce que ça va être ceux qui auront les meilleures compétences qui vont drainer les patients. Parce que si le patient il paye 60, 70 euros, 100 euros de l'heure, à un moment donné, il va vouloir le meilleur pour lui. Donc, moi, le conseil que je peux déjà donner, c'est prépare-toi à ça. Et la deuxième chose, comment ça va évoluer? A priori, je pense qu'il va y avoir plutôt une kinésithérapie à 3 vitesses. C'est que tant qu'il y a le remboursement de la Sécu, il y aura un petit peu l'usine, mais avec une faible qualité. Après, il y aura une kiné un petit peu 2.0, où là, on va se situer entre un léger dépassement pour pouvoir fournir des soins de qualité, mais qui ne vont pas être optimisés par le facteur temps, mais ça restera correct. Et après, il y aura le kiné 3.0, où là, on va avoir, ça va être plutôt une approche déconventionnée, où on va prendre le temps. On pourra, sur, je sais pas, 1 heure, 2 heures, s'occuper entièrement de quelqu'un, quoi. Et on pourra passer du 2.0 au 3.0 si on est sur une pratique mixte, déconventionnement, conventionnement, ou complètement déconventionné si ton activité le permet, quoi. Ok, super. Fred, je vais passer à la dernière partie du podcast. J'ai quelques questions. Toi, tu partages beaucoup de challenges un peu sur les réseaux sociaux. Et puis là, tu nous as bien challengé au cours de la formation. Si tu avais un challenge à partager aux auditeurs qui puissent tester, qu'est-ce que tu leur donnerais? Oula, je n'avais pas réfléchi à ça. Moi, j'invite tous ceux à le tester parce que c'est bien beau d'en parler, mais une chasse d'eau, Ouais. tu l'as fait ce matin, c'est pas facile. Non. Donc vous prenez un exercice où vous n'avez pas beaucoup de chances de vous blesser, portez un sac de sable, etc. Portez des kettlebells le plus longtemps possible et vous allez jusqu'à la rupture. Ouais. Mais pas juste s'arrêter, c'est quand tu peux plus du tout avancer, tu t'arrêtes. Ça peut être bien à vivre quand même. Ouais, clairement. Ouais, pour un peu illustrer tout ça, moi, voilà, fallait que je porte 2 fois 25 kg de chaque côté. Sur un temps, on a fait quoi, 10 minutes? 15 minutes. 15 minutes, c'était très long. Bien évidemment, au bout d'un moment, on est obligé de lâcher, mais on lâche que 5 secondes et on doit repartir directement. Donc mentalement, c'est très dur. Et toi, tu disais que tu l'utilisais dans différents contextes. Est-ce que tu peux nous partager un peu les quelques points que tu nous as illustrés? On le sait, ça marche très bien quand il y a des paramètres psychologiques négatifs, dépression, bipolarité, etc. Quand on a aussi des athlètes qui ont du mal à performer en compétition, ça peut être bien parce que en fait, ça drive énormément le circuit de récompense au niveau psychologique. C'est aussi pertinent pour faire des rappels à la performance. C'est-à-dire, OK, à un moment donné, hop, aujourd'hui c'est chasse d'eau. Et à un moment donné, il faut se sortir les doigts. Donc, c'est essentiellement comme ça que je les paramètre. Et très, très bien aussi pour le conditionnement. Toi, tu l'as vu, hein, ça va conditionner ton grip et ton gainage. Hein. Ah, carrément. Donc, sur un farmer walk, ça sera l'objectif. D'accord. Donc,
Ça marche très très bien, on reproduit le pattern de temps en temps et on essaie de battre son score. Ouais. Et puis après, c'est le boulot quoi qui le fait. Ok, top. Je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Hmm, Des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ouais, Loïs, il a fait quelques podcasts, mais c'est quand même toujours très cool de l'entendre. Ouais. Mais il n'est pas du tout connu. Mais franchement, Ulrich, mon collègue, Ok. Mortelius sur les réseaux sociaux, il a commencé un tout petit peu à faire des vidéos. Mais il dit des choses très très pertinentes et très pointues. Et il faut savoir que c'est l'un des seuls kinés en France, ils sont 3 ou 4, à être certifié IAOM. Donc il a fait le cursus complet en thérapie manuelle américaine. Donc hyper intéressant aussi d'échanger sur ça. Et on ne l'entend pas assez, mais Stéphane Morin peut être aussi pertinent. Voilà, quelques noms. Parfait, je te remercie. Merci à toi. Merci à Fred pour cet épisode. Merci à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve 2 mercredis par mois à 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force! Ciao, à plus.